Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, élaboration d'un nouveau pacte de stabilité sociale. Le Front syndical pour la défense du travail n'est pas satisfait des discussions engagées avec le gouvernement. Devant cette situation, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque pacte, selon les responsables du FSDT. Rapport 2024 de la police nationale, plus de 5 tonnes de chanvre saisies en 2024. L'utilisation de cette drogue a connu une hausse significative, renseigne la police nationale. Elle a une également la proposition de la mise en accusation du président Macky Sall vouée à l'échec selon l'opposition parlementaire. Les avis divergent cependant sur l'applicabilité de la haute trahison. On en parle dans Soir d'info, la suite avec nos invités ce soir, Mamadou Mbodj, coordonnateur des forces vives du Sénégal F24 et Senghane Senghor, coordonnateur de la RADDHO. Voici le sommaire, tout de suite le développement. Élaboration d'un nouveau pacte de stabilité sociale. Le Front syndical pour la défense des travailleurs du travail n'est pas satisfait des discussions engagées avec le gouvernement. Devant cette situation, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque pacte selon les responsables du FSDT. Le reportage de Fatima Touré dans notre prochaine édition. Rapport 2024 de la police nationale, plus de 5 tonnes de chanvre saisies en 2024. L'utilisation de cette drogue a connu une hausse significative selon le rapport. L'année 2024 marquée également par 290 accidents mortels recensés selon la police nationale. Abifay. 2024 donne lu tiis ci police rawatina fii ci Sénégal ñoom ñi ca lañu wàññi toll na ci juróomi junni. Le bilan des accidents en 2024 est macabre. La police nationale dénombre 5945. La région de Dakar bat le record avec 3706, dont 127 mortels, soit 2870 accidents corporels. mbir mi dafay gën a yokk parce que ñëpp xam nañ li waral mbir mi di gën a yokk donc ñi nga xam ne nii moom la ñuy doxee ak moom la ñuy taxawee ci wàllu yoon bi naam kilifa yi toujours ñi ngi xool ay rectification yoo xam ne nii ñu ngi koy def par ay loi ay dispositions yoo xam ne nii ñun FDS ñu ngi koy jël waaye tamit am na ay jikko yoo xam ne nii war nañ ko mën a gën a doxal pour que maanaam accident yi war a gën a wàññeeku yi nga xam ne nii mooy phénomène deux roues yi moom moo gën a am solo ci accident yooyu. Au total, 18 951 infractions ont été notées, soit un taux de 92,54%. Les drogues occupent le haut du pavé avec 42,89%. Donc effectivement, il s'agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies donc, par les services opérationnels de la police. En dehors de ça, nous avons remarqué que sur certaines catégories de drogues, notamment les substances psychotropes, il y a une progression très importante, de plus de 154%. Et les psychotropes, ce sont les médicaments, les tramadol, ribadrol, etc. Les médicaments qui sont utilisés généralement au niveau de la frontière sud-est du pays. La police, dans le cadre de la cybercriminalité, a dénombré 3 902 plaintes. Il y a 223 qui ont été élucidées, ce qui a abouti au déferment de 194 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a eu 169 Sénégalais et 25 étrangers. La police nationale n'a pas épargné dans son bilan le trafic de migrants sous différentes formes. Ces services ont interpellé 4 630 personnes et ont déféré
280 migrants. Partons maintenant dans le sud. Nous vous parlions de l'attaque survenue à Djignaki, perpétrée contre des passants et des commerces. Les acteurs du processus de paix en Casamance demandent plus de sécurité dans cette partie du pays et demandent l'État de presser le pas pour une paix définitive en Casamance. Boubacar Diassi, Lamine Mandiok. L'attaque perpétrée contre des boutiques et des passants à Djignaki dans la nuit du lundi au mardi dernier par des personnes armées non identifiées fait réagir les acteurs du processus de paix en Casamance. Arindeki est l'un des artisans de ces accords de paix à Mongone en mai 2023. Cette nouvelle n'est pas une chose qu'on aurait souhaité entendre, vu les accords qui sont signés du 13 mai 2023, où nous avons connu une longue accalmie. Nous tous, nous avons vécu l'apport de cet accord de paix. Il y a eu un accord qui est signé dans cette zone, mais il y a également la présence d'autres factions qui n'ont pas encore été aux négociations, qui n'ont pas encore déposé les armes. Donc, si cette situation est arrivé, c'est de dire que nous devons encore davantage apprendre des leçons pour dire que le travail d'archer de la paix encore reste. Arindeki lance un appel pour une paix définitive en Casamance. C'est pourquoi, en tant qu'acteur impliqué dans ce processus, en tant que société civile et aussi et à accompagner les négociations pour dépôt des armes de Djakaï, sollicite la part des deux parties, et plus précisément des différentes factions du MFDC qui n'ont pas encore déposé les armes, de poursuivre ou bien d'aller aux négociations avec l'État et partager leur point de vue avec l'État, et l'État également, que sont le président de la République, le chef du gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement, également diront qu'est-ce qu'ils pensent, et ensemble pouvoir trouver une issue heureuse à cette crise. Car après l'attaque de Djignaki, l'armée a lancé une opération de sécurisation de la zone des palmiers, située justement dans la commune de Djignaki, non loin de la frontière gambienne. Voilà, une également de l'actualité, la proposition de mise en accusation de l'ex-président Macky Sall, vouée à l'échec selon l'opposition parlementaire. Les avis divergent cependant sur l'applicabilité de la haute trahison. Décryptage, Abdourahmane Diallo. À la surprise générale, le député de PASTEF, Guy Marius Sagna, propose une mise en accusation de l'ancien président Macky Sall. Le parlementaire se base sur l'article 101 de la Constitution et de la loi organique sur la Haute Cour de justice. Problème, ces dispositions ne donnent aucune définition claire de la haute trahison. Il y a des conditions qui devraient être remplies pour que cette mise en accusation puisse aboutir. Il faut déjà avoir la majorité des 3/5 de l'ensemble des députés, c'est-à-dire avoir 99 députés sur les 165. Une fois que c'est requis, donc il faut activer la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice maintenant va tout faire normalement pour essayer d'entendre d'abord le président Macky Sall sur sa mise en accusation. Mais avant cela, il faudra que les faits qu'a soulevé l'honorable député Guy Marius Sagna soient en réalité qualifiés de haute trahison pour que le président Macky Sall ou l'ex-président Macky Sall puisse être, en tout cas, demandé pour qu'il assiste. Ce qui se va être très difficile du moment qu'il n'est pas sur place, il est au Maroc et qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre le Maroc et le Sénégal. Dans sa résolution, les députés considèrent que les manquements notés dans le rapport de la Cour des comptes relèvent de la haute trahison. La Constitution ne définit pas ce qu'est la haute trahison. Donc je pense que lui, comme député, il gagnerait déjà à travailler avec ses collègues pour définir, pour donner un contenu à la haute trahison. Maintenant, je n'exclus pas que ce soit aussi une manœuvre purement politique, parce qu'en l'absence de solution économique, cela peut être un choix politique très convenant de montrer que le régime actuel est dans sa trajectoire de Djubal-Djubanti. Or, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est l'économie. Les ménages, le secteur privé et même les finances publiques ont besoin que nous nous concentrons sur des solutions économiques.
Une initiative hasardeuse du parlementaire, estime le président de l'Union des indépendants du Sénégal, qui s'interroge sur l'opportunité. Il faut que la mise en accusation puisse être effective par la majorité des députés et que les faits objets desquels on a accusé le président Macky Sall puissent être qualifiés de haute trahison. Et après maintenant, la machine judiciaire va essayer de tout faire pour que le président puisse venir être entendu sur ces accusations. Encore que l'extradition en matière politique est interdite au Sénégal. Mais sauf que ça n'a rien à voir avec une infraction qui est constituée. Encore que le droit pénal sur d'autres canevas permet de toujours faire venir une personne avec les mandats d'arrêt internationaux. Nous ne sommes pas encore face à cette procédure, mais tout ce que je dis... L'article 101 de la Constitution dispose que le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale à la majorité des 3/5 des membres la composant. L'initiateur, Guy Marius Sagna, semble naviguer à contre-courant de ses collègues députés de PASTEF qui l'ont découvert en même temps que les Sénégalais. Certains que nous avons contactés dénonce une démarche solitaire. Cette mise en accusation n'est pas une urgence et pourrait être un précédent dangereux, c'est l'avis du parlementaire Mbaye que voici. Le jeu démocratique pour calmer en tout cas la situation sociale du pays en votant une loi d'amnistie dont beaucoup de Sénégalais, y compris moi-même, n'étaient pas d'accord. Mais j'ai compris qu'il a voulu pacifier l'espace politique, ce qui a fait que le régime en place est là. Maintenant, je ne peux pas occulter le fait qu'il y a eu des fautes de gestion dans le régime du président Macky Sall, mais est-ce que c'est lui qui est l'auteur, en tout cas, de ces fautes ou crimes s'il y en a? Je sens que ce serait un précédent dangereux. Mais je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Parce que en Afrique, les gens ont l'habitude de s'accrocher au pouvoir parce qu'ils ont peur de l'après-pouvoir. Je pense quoi qu'on dise, le président Macky Sall a fait beaucoup pour ce pays. Il n'y a pas une œuvre humaine de parfaite. Il a son entourage, il a sa responsabilité, il y a son entourage qui a sa responsabilité. Mais en arrivant à une mise en accusation, je pense que les urgences sont ailleurs. Nous sommes tous d'accord pour la reddition des comptes. Un travail est en train d'être fait. Les Sénégalais attendent de voir ce que ça va donner pour juger. Mais je pense que viser directement le président de la République, je pense que c'est prématuré, ce n'est pas opportun. Et les urgences, à mon avis, elles sont ailleurs. Nous l'annoncions en titre, élaboration d'un nouveau pacte de stabilité sociale. Le Front syndical pour la défense du travail n'est pas satisfait des discussions engagées avec le gouvernement. Devant cette situation, selon les responsables, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque pacte selon les responsables du FSDT. Explication Fatima Touré. Face au non-respect des engagements du nouveau pacte social, le Front syndical pour la défense du travail monte au créneau et fustige la démarche du gouvernement. Le FSDT déclare que les engagements du gouvernement sont dans le flou total. À cette étape de nos discussions, les engagements du gouvernement sont imprécis, peu consistants, pour répondre aux attentes du monde du travail. À l'analyse de ces engagements, on ressemble à une tentative de faire porter aux travailleurs un carcan sans offrir des gages quant à la résolution des problèmes actuels et à venir. Le Front avertit, si ces revendications ne sont pas prises en compte, aucun pacte social n'est envisageable. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. La valorisation des pensions de retraite et du taux de rente des viagères, la baisse de la fiscalité, la baisse des prix des denrées de première nécessité. La conclusion d'accords sectoriels avec les syndicats d'enseignants, de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales, de l'hôtellerie et du secteur primaire. La généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans, la réintégration des travailleurs licenciés dans le secteur public et parapublic, la requalification en CDI des contrats de travail plusieurs fois renouvelés conformément aux dispositions de l'article L42 alinéa 1 et L49 alinéa 1 du Code du travail. En l'absence d'accords satisfaisants sur ces questions, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque pacte. D'ailleurs, le FSDT n'exclut pas de déposer un préavis de grève le 1er mai prochain. Le Front
et n'exclut pas de déposer un préavis de grève au sortir de l'audience du 1er mai si toutefois les revendications des travailleurs ne trouvent pas de satisfaction auprès des plus hautes autorités. Pour rappel, la plateforme revendicative a été déposée depuis le 21 janvier dernier par 7 centrales syndicales. Comment rendre l'économie numérique en Afrique, rendre efficace l'économie numérique en Afrique, La Fondation pour le renforcement des capacités pose le débat lors d'une conférence internationale sur la fiscalité de l'économie numérique dans les pays africains. Voici Mamadou Bitey, secrétaire exécutif ABCF avec Fatima Touré. L'objectif, c'est de préparer donc les administrations fiscales, mais également les décideurs politiques à mieux embrasser l'économie numérique, mieux comprendre les nouveaux modèles d'entreprise qui sont amenés par l'application de la technologie digitale et numérique sur les processus et qui comprendre comment ces entreprises créent de la valeur ajoutée et comment en fait approcher leur fiscalité. Il se trouve également que beaucoup de ces entreprises ont une activité qui aujourd'hui transcende les frontières. Donc c'est cette connaissance d'abord, partager les modèles quand même qui ont réussi à travers le monde, permettre également aux administrations fiscales de nos États membres d'échanger leur expérience, les bonnes pratiques, mais de constituer également une plateforme d'apprentissage par les pairs pour que cet apprentissage, ce développement puisse continuer dans le temps. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des négociations internationales sur les standards relatifs à la fiscalisation de l'économie numérique et l'Afrique y participe. Donc, avoir une position commune des États renforcerait la voix de l'Afrique dans le cadre de ces négociations. La Banque islamique au Sénégal, un acteur financier fondé sur les principes de la finance islamique qui interdit l'intérêt. Elle repose sur les valeurs éthiques de la charia tout en s'adaptant au contexte économique sénégalais. L'institution présente depuis 1980 dans notre pays offre des produits financiers conformes à la charia et favorise l'inclusion financière. Comment le modèle soutient par ailleurs le développement économique? Élément de réponse, Daniel Diouf. Elle se distingue par son attachement aux valeurs islamiques. La Banque islamique du Sénégal, une institution financière en quête d'excellence. La finance islamique se porte très bien. La finance islamique s'est bien développée au cours des dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, la BIS a pris des parts de marché qui lui permettent de se positionner parmi les 3 premières banques de la place. Dans ses différentes missions, la banque fonctionne suivant un modèle économique propre. Une banque classique en général, elle vous prête de l'argent et vous remboursez donc avec des intérêts. Donc la banque islamique ne vous prête pas tout de suite l'argent, mais elle vous propose tout simplement d'acheter une chose et de vous la revendre avec effectivement une marge bénéficiaire. Créée en 1982, la Banque islamique du Sénégal a su évoluer pour répondre aux besoins d'un marché en constante mutation. Nous intervenons comme banque en tant que vendeur. C'est nos opérations de Mourabaha. Nous achetons, nous revendons avec notre marge. Nous intervenons en tant que loueur dans des conditions prescrites par la loi islamique. C'est nos financements Ijara. Nous intervenons en tant qu'associés. C'est tout ce qui est opération de Moudaraba, de Moucharaka et autres. Pour la vulgarisation de ces services, la Banque islamique peut éventuellement compter sur une communauté de prescripteurs capables de porter ce modèle auprès du public. Méconnue il y a peu de temps, la finance islamique est en plein essor au Sénégal, grâce notamment à la Banque islamique. Aujourd'hui, elle se fixe comme objectif d'être l'interlocuteur privilégié des porteurs de projets. Un mot de sport, l'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal va disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations de la discipline du 22 au 30 avril prochain. Mais ce n'est pas sans ambition selon Lamine Boupa avec Chersad Boudjara.
football, c'est attaquer et défendre dans toutes les catégories. Savoir défendre et savoir attaquer son adversaire par rapport à ses points faibles et ses forces. Voir comment l'attaquer, comment la déstabiliser cette équipe. En phase défensive, savoir les contrer, savoir les cadrer, savoir quelles sont leurs technicités. Nous sommes dans cette optique d'entraînement et ma foi, je crois à la capacité de nos joueuses et je suis sûr que si on continue à travailler, on va aller défier nos adversaires malgré cela et essayer de ramener une coupe, si possible, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un groupe aussi compact, un groupe aussi ouvert, un groupe où les gens se respectent, s'adorent, s'aiment, que ce soit autant les dirigeants que les joueurs et les dirigeants. Là, on voit une ambiance de cordialité et en plus, ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des seniors. Alors imaginez-vous aujourd'hui ces jeunes-là qui vont progresser. D'ailleurs, c'est pourquoi la majeure partie de ces jeunes, c'est elles qui sont dans cette équipe nationale. Elles ont rivalisé avec la meilleure équipe d'Afrique. Elles ont su tenir. Donc aujourd'hui, on va les ramener, on va les booster. Et parlons des JOJ 2026 pour trouver comment bien mesurer les effets et retombées de l'organisation. Un atelier se tient ces 2 jours. Objectif, déterminer le cadre d'évaluation des Jeux et la planification des enquêtes. Cher Sadi Boudjara. Durant 2 jours, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, via son département durabilité, impact et héritage, s'attelle avec ses partenaires à la mise en place d'un plan d'action pour mesurer les incidences de l'événement sportif au Sénégal. Il s'agira pendant cet atelier de revisiter d'abord les propositions d'indicateurs, de leur définir, d'identifier les sources de collecte, comme l'a dit le représentant de l'ANSD, et de bâtir ce modèle qui va permettre, à la fin des Jeux, de dire voilà quels ont été les effets et les impacts des Jeux Olympiques de la jeunesse. 3 dimensions vont être mesurées. La première, c'est la dimension sociale, en termes d'impact social, quelle va être la portée des Jeux. Au plan environnemental, et maintenant, il y a aussi cette énième dimension, cette 3e dimension, qui est la dimension économique, qui est très importante. Beaucoup d'impact attendus sur nos activités économiques, sur l'artisanat, sur le tourisme, sur la restauration, le transport, énormément de choses sur lesquelles nous sommes attendus et sur lesquelles il y aura des retombées forcément. Mais une chose est de dire qu'il y a des retombées, une autre chose est de pouvoir les illustrer. Un exercice de transparence, de quantification en plusieurs manières et étapes. Cet atelier va nous permettre de dire voilà les activités que nous allons mener et qui vont nous permettre de procéder à cette évaluation. Bien entendu, pour faire ce genre d'évaluation, il y aura des enquêtes qui vont permettre de collecter les données qui vont être analysées donc par la suite. Il y aura des données aussi, comme on l'appelle dans le jargon de la statistique, de données administratives. Par exemple, sur le plan des emplois, il y a des entreprises qui ont été sélectionnées, qui ont été recrutées pour faire des travaux. Il y aura des restaurateurs qui vont être recrutés pour faire des prestations au moment des Jeux. Donc ces données statistiques-là aussi, nous allons les rassembler et vont contribuer aussi donc à faire donc l'évaluation. L'impact et l'héritage que vont laisser les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar du 30 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal, des données non négligeables. C'est la fin de cette édition. Dans un tout petit instant, Soir d'info, la suite. À tout de suite.